Le projet, dans son volet 3, comportait, oui, une revue de littérature, mais aussi beaucoup une consultation d'acteurs régionaux, autant des acteurs municipaux que des acteurs communautaires, même des groupes récréatifs, donc n'importe qui était appelé à intervenir en matière de communication face aux inondations. Et puis, à l'inverse, des experts, des scientifiques qui, eux, étaient en train de monter les modèles de cartes hydrodynamiques pour voir un peu quels étaient les enjeux que ça pouvait soulever au niveau des communications. Ça a permis d'identifier certains enjeux récurrents, notamment qu'il y avait une perception qui était vraiment hétérogène du risque, surtout dépendant des régions, dépendant du type d'acteurs qu'on avait, dépendant des intérêts de ces différents acteurs-là. Il y avait aussi des vulnérabilités sociales qui étaient spécifiques à certaines régions, à certaines municipalités, puis qu'on n'était pas toujours en mesure de les mesurer, qu'il y avait beaucoup de défis de gouvernance entre les paliers de gouvernement, entre les responsabilités partagées, particulièrement dans le cas du Saint-Laurent, vu que le fédéral aussi a son mot à dire sur la région, en plus des gouvernements locaux puis des MRC. Et qu'il y avait une communication qui était fragmentée, qui était peu adaptée aux besoins de la population, puis qui était souvent mal perçue, mal reçue par les différents acteurs à qui c'était destiné. Ça a fait ressortir un besoin pressant, c'est-à-dire c'est quoi le rôle que la communication peut jouer dans le processus de gestion des risques d'inondation au municipal et c'est quoi les défis et les enjeux qui sont associés à ce rôle-là. Ça m'a amené à approfondir, donc, dans le cadre de mes recherches doctorales, par une revue de littérature approfondie, qui a fait ressortir le fait qu'il y a peu d'études qui existent sur la communication des risques au niveau municipal, surtout à l'interface entre la gouvernance locale, la participation citoyenne puis l'expertise scientifique. On évalue soit l'un, soit l'autre des aspects, mais rarement les trois ensemble. Et puis, il y a beaucoup de recherches qui vont tendre à dissocier ce qui est la communication puis le processus global de gestion des risques comme si c'était deux entités complètement séparées, alors que même dans les modèles de gestion des risques comme la norme ISO 31000, c'est censé être intégré, puis que la communication, on n'arrête pas de le répéter, c'est un levier fondamental en matière d'amélioration de l'acceptabilité sociale des mesures de prévention, de mitigation des risques, même des outils cartographiques. Donc, on en est conscient, mais on étudie peu comment la communication s'intègre dans le processus de gestion des risques. La question principale donc, que je me suis posée, c'est quoi le rôle exactement de la communication dans le processus de gestion des risques, puis c'est quoi les enjeux et les défis qui sont liés à ce rôle-là. Et plus spécifiquement, c'est quoi les éléments contextuels qui vont venir influencer la communication des risques au niveau municipal pour les inondations. Comment est-ce que les rôles et les responsabilités sont partagés entre différents acteurs, que ce soit les décideurs, les gestionnaires, mais aussi les citoyens qu'on oublie souvent d'intégrer quand on considère les acteurs de la communication en matière de risque. Et puis, c'est quoi les outils de gestion et de communication des risques d'inondation? Mais plus loin que ça, comment est-ce qu'on les développe? Comment est-ce qu'on les utilise? Donc, quel est tout le processus de réflexion par rapport à la communication des risques d'inondation? Le cadre théorique et interdisciplinaire, ça mélange autant de la communication des risques que certaines notions en sécurité civile, d'autres notions en matière de gouvernance territoriale. Le but, c'était vraiment de dépasser une approche plutôt technocratique là, de la gestion des inondations puis de la communication des risques d'inondation pour aller intégrer aussi les dynamiques sociales, politiques, culturelles de circulation de l'information en matière de risques d'inondation. Donc, je me suis basée sur l'idée du risque comme construction sociale qui est amenée par Ulrich Beck dans sa Société du risque. C'est l'idée que le risque, c'est pas seulement un danger objectif qui est mesuré ou qui est traité, mais c'est quelque chose qui est négocié, qui se construit à travers des dynamiques sociales, à travers, qui vont être perçues, qui vont être débattues, qui vont être donc politisées. Et puis, c'est d'analyser à travers ça, c'est quoi les facteurs économiques, sociaux, politiques qui vont venir influencer cette construction sociale-là du risque. J'ai aussi adopté la norme ISO 31000 qui prend une approche systémique de gestion des risques avec des étapes de contextualisation, appréciation, traitement, surveillance et communication, consultation par rapport aux risques.
Mais ce qui est le plus intéressant avec ce modèle systémique-là, c'est que la communication est vue comme étant vraiment un processus qui est transversal tout au long du processus de gestion des risques. Donc, pas seulement une action ponctuelle qu'on fait à la fin ou au début pour consulter, juste pour dire qu'on l'a fait. En termes de sécurité civile, j'ai évalué, donc considéré que le risque est le résultat d'une combinaison d'un aléa sur une vulnérabilité, qui est la définition de sécurité civile au Québec qu'on utilise. Le fait que la résilience, c'est la capacité à anticiper, s'adapter, mais aussi se relever face aux risques auxquels une société peut être assujettie. Et puis que l'acceptabilité sociale puis la perception des risques sont variables, qui vont dépendre de l'information à laquelle on a accès, mais aussi de l'expérience qu'on peut avoir vécue par rapport à ces risques-là, et surtout de la confiance qu'on a envers les institutions puis envers les personnes qui sont appelées à gérer ce risque-là. Au niveau de la communication publique puis de la communication des risques, j'ai adopté aussi une approche de conception dialogique de la communication. Comme quoi, la communication, c'est pas linéaire, c'est quelque chose qui est ancré dans le contexte, qui est influencé par la confiance. Donc, c'est vraiment pas juste le fait de transmettre une information à des gens ou transmettre des faits, mais que c'est une négociation qui s'effectue dans un espace relationnel, puis que l'importance qu'on accorde à cette relation-là est tout aussi importante que les faits qu'on essaie de transmettre à la population. Donc, ça nécessite de considérer les rapports de pouvoir, le fait qu'il y a des savoirs qui sont pluriels, puis les attentes sociales aussi qu'on peut avoir par rapport aux risques. Ce que ça veut dire dans tout ça, c'est le cadre théorique, en fait, est basé sur l'idée que la communication, c'est un enjeu stratégique qui va venir influencer à la fois la mobilisation des acteurs, mais la crédibilité aussi des organisations qui sont appelées à gérer le risque, et puis éventuellement la résilience collective qu'on est capable d'atteindre. Au niveau de l'approche méthodologique, j'ai adopté une approche par comparaison d'études de cas. Donc, j'ai analysé la rivière des Outaouais, en fait, les municipalités qui bordent du côté québécois la rivière des Outaouais. Pourquoi? Ben parce que c'est un des plus grands affluents du Saint-Laurent et que le côté interprovincial revêtait quand même une importance intéressante en termes de communication et de négociation politique. La rivière Richelieu aussi, encore là, parce que c'est un des principaux affluents du Saint-Laurent, mais aussi parce qu'il y a toute la notion de négociation, communication avec le côté américain qui gère le bassin versant du lac Champlain, qui revêtait une importance aussi. Et finalement, l'estuaire fluvial du Saint-Laurent, donc qui s'étend de la côte de Beaupré jusqu'à l'Aubinière en bas. Parce que, bien évidemment, le fleuve revêt quand même une importance cruciale pour la province, et aussi toute la négociation des différents paliers gouvernementaux des responsabilités était particulièrement intéressante. C'est une approche qualitative, exploratoire, comparative. J'ai analysé 1224 documents, autant des plans, des rapports, des outils qui ont été produits, de la communication destinée aux citoyens. Ça couvrait 74 municipalités, 12 MRC, 2 villes MRC, une agglomération, soit la ville de Québec, à peu près 40 organismes, donc des organismes gouvernementaux, 12 organismes de bassin versant, des comités régionaux de l'environnement, des tables de concertation régionales, des comités cibles, des bureaux de projet et des organisations communautaires. Pour valider un peu ces observations-là, dans les documents analysés, j'ai aussi mené des entrevues semi-dirigées avec des acteurs municipaux et régionaux. Leur rapport a été davantage, je dirais, anecdotique pour illustrer certaines conclusions, certaines analyses, étant donné le peu de nombre d'entrevues, là, si on regarde la comparaison entre le nombre de municipalités couvertes et le nombre d'acteurs qui ont répondu. Et puis ensuite, j'ai procédé à une analyse thématique inductive, puis une lecture intra- et intercas qui m'ont permis d'identifier certains facteurs contextuels communs, certaines divergences locales entre les cas, mais surtout des enseignements transversaux. Donc, certains faits saillants de la recherche, c'est que, bien évidemment, il y a un manque généralisé de personnel qui est dédié à la communication. Je pense que sur les 74 municipalités que j'ai analysées, il y en avait 3 qui avaient quelqu'un définitivement consacré à ça. Donc,
Évidemment, le manque de ressources humaines, financières, technologiques pour communiquer sur les communications, ça va affecter notre capacité à planifier les communications, à les structurer, à les diffuser, mais aussi et surtout à les évaluer. Puis sans évaluation, ben, bonne chance d'améliorer ce qu'on est déjà en train de faire comme pratique. Il y a aussi une centralisation des responsabilités. Les gens vont avoir les communications comme 12e responsabilité parmi leurs tâches au sein d'une organisation municipale. C'est utopiste de penser qu'ils vont être capables de faire le travail nécessaire dans les circonstances. Et puis, ben, ça amène des délais, des imprécisions en termes de diffusion de l'information. Puis, qu'est-ce que ça a pour résultat? C'est le fait que l'accès à l'information pour les citoyennes et les citoyens est vraiment, vraiment pas égal, disons, selon les régions, selon les ressources municipales. Il y a des chevauchements aussi, des mandats entre les municipalités, les MRC, les gouvernements, les organismes différents. Chaque organisme est en charge d'élaborer certains morceaux de la gestion des risques. Donc, il n'y a pas vraiment de communication centralisée. Les messages ne sont pas nécessairement cohérents les uns entre les autres. Il y a des confusions, il y a de la redondance. Des fois, il y a des stratégies qui ne sont pas claires. Et puis, ce que ça fait aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme de participation citoyenne pour aider à améliorer les outils cartographiques parce qu'il n'y a aucun organisme qui veut prendre la responsabilité seul de mener des consultations citoyennes de ce côté-là. Du côté de chacune des phases du processus de gestion des risques au niveau de l'établissement du contexte, les cartes sont mal adaptées au contexte local. Les cartes sont produites au niveau du gouvernement provincial et puis c'est les municipalités qui dénoncent qu'après coup, c'est pas nécessairement vrai ce qu'il y a sur le terrain, que la personne à Québec a produit les cartes dans son bureau. Ben, concrètement, dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Les cartes non plus considèrent pas certaines tensions légales qui peuvent y avoir entre les passe-droits qu'on donne au niveau des municipalités, les dérogations qu'on accorde, puis les lois qui sont censées être appliquées. Souvent, c'est appliqué aussi dans des visées électoralistes, donc entre aménagement du territoire, intention de vote, il y a toute une tension qui se joue pour la protection de la sécurité civile, donc ça amène à des tensions. Du côté de l'appréciation du risque, on n'a pratiquement pas de processus d'analyse des vulnérabilités sociales. Donc, on ne sait pas qui est sur notre territoire, qui sont les personnes vulnérables. On n'est pas nécessairement capable de mesurer, par exemple, les impacts sanitaires des inondations a posteriori sur la population, sur les personnes qui sont affectées. Il y a une collecte de données qui est surtout informelle, donc qui est basée sur une mémoire collective, donc vraiment variable d'un endroit à l'autre. Il y a quelques initiatives locales qui sont intéressantes, du genre des listes autodéclarées de personnes vulnérables, donc des gens qui se déclarent comme étant en mobilité réduite, qui ont besoin d'aide pour une évacuation en cas d'inondation. Mais c'est à peu près les seules initiatives que j'ai vues de ce côté-là dans ma recherche. Du côté du traitement du risque, il y a pas de soutien méthodologique, que ce soit pour élaborer les plans de sécurité civile au niveau municipal, mais aussi des plans de communication. Donc, on exige des municipalités qui se créent des plans, mais après ça, on les laisse seuls avec leur manque d'expertise, leur manque de ressources pour faire le travail, ce qui amène encore là des inégalités régionales selon les municipalités, selon les ressources dont on dispose. On n'a pas beaucoup de directives en ce qui a trait à la formation. Il y a peu de formations qui existent. Elles ne sont pas nécessairement adaptées. Des fois, c'est vu comme des formalités, donc on fait un exercice de formation parce qu'on est obligé, mais sans vraiment mettre les efforts nécessaires. La solution par rapport à ça, ce serait d'avoir plus de mutualisation intermunicipale pour permettre vraiment de mettre les ressources en commun, puis de permettre aux gens de s'organiser de ce côté-là, mais c'est très rare qu'on l'observe en certaines municipalités. Au niveau de la surveillance puis de la revue de nos interventions, il n'y a pas de post-mortem qui est fait, ou très rarement. Mémoire organisationnelle très faible, donc à chaque fois, on est comme surpris, puis on applique des plans comme si c'était la première fois qu'on les appliquait. Il n'y a pas d'amélioration continue, donc quand on parle de résilience, ben, allez selon le bon coup, pile ou face qu'on a réussi à bien intervenir cette fois-là, mais il n'y a pas vraiment de vision à long terme là-dessus. D'autant plus qu'au sein des municipalités aussi, le personnel change constamment. Donc, quand la mémoire est portée par une seule personne, qui n'a rien qui a été formalisé,
très difficile de se dire qu'on va avoir une continuité. Du côté de la communication et de la consultation, il n'y a pratiquement pas de mécanisme participatif, une écoute qui est très limitée, des moyens qui sont vraiment désuets. Il y a des fois un certain engagement communautaire qui va être ponctuel, mais c'est vraiment l'initiative de certains acteurs locaux qui se mobilisent, donc c'est vraiment pas la norme. Ce qui fait en sorte que la communication est très unidirectionnelle, vraiment peu adaptée aux besoins du public. En termes d'enjeux transversaux puis de leviers, ce qui était ressorti dans le projet Osiris, mais qui est encore ressorti dans mes recherches, c'est qu'on a vraiment beaucoup, dans beaucoup de cas, une perception biaisée de notre résilience personnelle au risque. Donc, les citoyens, particulièrement ceux qui ont déjà eu des expériences face aux inondations, ils se sentent prêts à faire face aux risques. Ils ont mis leurs propres digues, ils ont installé leurs affaires. Donc, ils se disent, c'est correct, moi, de toute façon, je n'évacuerai pas. Donc, une espèce de méfiance envers les autorités. Ils sont récalcitrants à adopter les mesures de mitigation, les mesures de prévention qu'on met en place. Ça complexifie la gestion opérationnelle. On aurait besoin de stratégies qui sont davantage ancrées dans les réalités, mais aussi qui considèrent ces savoirs expérientiels-là citoyens et qui les intègrent quand on élabore les plans de gestion des risques pour permettre justement d'avoir une réponse qui trouve une acceptabilité sociale chez la population. Il y a une approche électoraliste qui nuit aux approches préventives. On ne cherche pas à investir dans des plans qui vont prendre 10 ans à mettre quand notre horizon, c'est le prochain 4 ans. Donc, on est dans les approches réactives, puis au pire, la prochaine administration municipale s'organisera avec les conséquences. Il y a des inégalités d'accès à l'information, donc une fraction numérique, la méfiance envers les institutions, particulièrement après la pandémie qui a ébranler notre confiance envers les organisations et leur capacité à nous protéger. Donc ça rend encore plus difficile le travail des autorités. Certaines bonnes pratiques, il y a de la mutualisation intermunicipale qui est faite. Certains outils numériques qui sont assez simples, puis des plateformes qui sont accessibles comme des modèles qui sont adaptables aux réalités locales, qui sont partagés entre certaines municipalités. Il faudrait qu'il y en ait plus. Et puis de la co-construction citoyenne, particulièrement au niveau de la ville de Gatineau, pour des outils de sensibilisation. Quelques recommandations. Bien, que la communication soit reconnue comme une fonction stratégique intégrée au processus de gestion des risques, qu'il y ait davantage de plateformes collaboratives de partage de ressources au niveau intermunicipal, particulièrement en matière de communication, qu'il y ait une meilleure implication citoyenne au niveau de la cartographie participative, des consultations, mais aussi dans la réponse sur adapter les outils qu'on amène vers la population. Systématiser des mécanismes de retour d'expérience, donc des post-mortem, d'avoir des archives de qu'est-ce qu'on a vécu comme municipalité de nos actions, puis repenser les priorités, arrêter de penser que les investissements en prévention puis en communication, c'est juste quelque chose qu'on fait quand on a le temps ou quand on a le budget, mais de le voir comme des investissements durables. Malheureusement, la communication est perçue comme secondaire dans plusieurs cas, donc elle doit être mieux intégrée au processus de gestion des risques. Il y a eu la nouvelle loi sur la sécurité civile et la résistance visant à favoriser la résilience au sinistre en 2024, qui visait à renforcer l'action municipale. Malheureusement, ce qu'on a fait, c'est de surcharger encore plus les municipalités avec davantage de responsabilités, plus de centralisation, donc il y a encore moins d'adaptation locale aux solutions qu'on propose. On ne donne pas plus de ressources. Donc, il faudrait qu'il y ait une gouvernance qui soit davantage partagée et qui reconnaisse davantage la validité des savoirs locaux puis des compétences locales, puis de voir la communication comme étant une potentielle médiatrice entre les normes provinciales puis les réalités qu'on vit au niveau du territoire dans les municipalités. Il n'y a pas de solution unique à ça. L'idée, c'est d'avoir vraiment une culture de la résilience qui est fondée sur une communication qui soit structurée, donc pour laquelle on a les ressources, participative, puis pas juste en mots pour faire joli, donc que les citoyens, citoyennes, puis le milieu communautaire soient réellement intégrés et puis contextualisés dans les réalités du terrain. Voilà. Merci beaucoup.